Coucou, dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les certificats de sécurité en l'espace de 13 petites minutes. Nous parlerons des informations et des secrets qu'ils renferment, mais surtout de ces deux particularités qui le rendent infalsifiable. On parlera donc à travers des exemples concrets de l'empreinte et de la signature d'un certificat. Puis en pratique, on verra à quoi ressemble un certificat dans la réalité et en toute dernière partie, dans une ultime démonstration de 5 minutes, vous comprendrez exactement comment votre navigateur vérifie l'authenticité d'un certificat tout en s'assurant qu'il ne soit pas modifié par des petits filous. Comme pour la première vidéo, cette vidéo a été conçue dans le but d'être compréhensible par le plus de monde possible. Ici, pas de termes techniques, pas de raccourcis académiques, on voit les choses progressivement et concrètement. Si ça vous intéresse, c'est parti! Petit rappel sur le chiffrement et les problèmes que ça engendre. Dans la vidéo précédente, on s'était intéressé au fonctionnement du chiffrement des requêtes HTTPS. On a vu une première mesure de sécurité où le client et le serveur utilisaient un chiffrement symétrique pour communiquer. Dans une deuxième mesure, on a vu le chiffrement asymétrique pour rendre illisible cette précieuse clé symétrique au tout début de l'échange. Pour le petit rappel, ces deux sécurités rendent la conversation complètement confidentielle entre le navigateur et le serveur, même en cas d'intrusion d'un pirate. Eh bien ça paraît fou, mais tout ça, ce n'est pas encore suffisant pour obtenir une connexion sécurisée. Parce que vous allez voir que notre pirate, mon petit filou, il a plus d'un tour dans son sac. Il a trouvé un moyen de lire les informations échangées, et tenez-vous bien, sans avoir besoin de trouver la clé de chiffrement des données. Exemple de contournement de chiffrement. Dans l'épisode précédent, mon petit filou ne s'était pas remis de son échec. Il avait essayé de décrypter la clé de chiffrement pour obtenir les données, mais une telle tâche est quasiment impossible. Ça lui aurait demandé de faire travailler son ordinateur pendant plusieurs milliers d'années. Ça l'avait beaucoup énervé. Mais à force de se titiller les soupapes pendant des heures, mon petit filou a eu un déclic. Il s'est dit qu'il n'avait finalement pas besoin de cette clé de chiffrement symétrique. En effet, le navigateur du client est bête et discipliné. Il va répondre à un serveur quel que soit le serveur. Du moment qu'il obtient une réponse conforme à ses attentes, il va établir une connexion avec ce serveur. Et c'est là que notre pirate intervient. Il a décidé de se faire passer pour le serveur de la banque. Cette fois-ci, il va jouer un rôle actif puisqu'il va utiliser un logiciel qui simule un serveur. Quand le client va se connecter au pirate, toujours avec l'entourloupe du Wi-Fi dans la première vidéo, souvenez-vous, et bien là c'est pas le serveur de la banque mais le pirate qui va générer une clé publique et qui va la renvoyer au navigateur du client. Et voilà, pour vous montrer à quel point il est facile de générer une clé, voici un exemple pratique d'à peine 10 secondes en utilisant un outil comme OpenSSL. Et avec cet outil, en ligne de commande, on va d'abord créer une clé privée et à partir de cette clé privée, dans une deuxième ligne de commande, on va extraire la clé publique. Et c'est cette clé publique qu'on pourra envoyer à notre victime. Vous voyez à quel point c'est facile de créer un programme qui pourrait générer des clés publiques. Donc la clé publique a été envoyée au client et le navigateur du client n'y voit rien d'étrange. Il crée une clé de session symétrique pour pouvoir communiquer et bien sûr il va la chiffrer grâce à la clé publique du pirate. Puis il renvoie cette clé de session. Le pirate reçoit la clé symétrique qu'il déchiffre grâce à sa clé privée. Maintenant, la communication peut se faire entre le client et le pirate. À partir de là, on peut dire que le pirate joue le rôle de proxy. Il va faire le relais entre le client qui envoie des informations sensibles et la banque qui lui répond. Le client croit avoir affaire à la banque et la banque croit avoir affaire au client. De cette façon, le pirate a réussi à contourner le chiffrement entre la banque et le client sans avoir eu besoin de déchiffrer le moindre mot de passe. Rassurez-vous, ça n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Les ingénieurs ont pensé à tout. C'est pourquoi ils ont conçu une troisième sécurité, le certificat et sa signature. Le certificat à la rescousse. Explication simplifiée. Avec cette nouvelle mesure de sécurité, votre navigateur web n'accepte plus aucune clé publique si elle n'est pas signée par un organisme de confiance. Voilà comment ça marche. Votre serveur web, il a une clé publique. Comme elle n'est pas signée, aucun navigateur ne va en vouloir. Ils vont tous mettre un message d'erreur du style « C'est dangereux, le protocole HTTPS n'est pas respecté ». Bref, pour que votre serveur fonctionne, il va devoir faire signer sa clé par une autorité de certification. C'est une sorte de serveur, comme pour la banque, sauf que tout le monde lui fait confiance. Par contre, cette autorité de certification, elle ne va pas signer votre clé n'importe comment. Pour qu'une clé soit signée, il faut qu'elle soit attachée à un nom de domaine. Ici, votre nom de domaine étant banque.com, l'autorité va vous demander une preuve comme quoi vous êtes bien le propriétaire de banque.com. Si tout se passe bien, c'est bon, l'autorité a obtenu la preuve que vous êtes le propriétaire de ce nom de domaine. À partir de là, l'autorité de certification va vous signer votre clé.
quand le navigateur va se connecter à votre serveur, vous pouvez lui envoyer votre clé signée. Ça rigole plus, hein, vous avez une clé signée. Le navigateur va recevoir cette clé signée et il va la vérifier grâce à une liste de certificats d'autorité disponibles dans son programme. En fait, ces certificats d'autorité, ils sont mis à jour dans votre navigateur web. Donc le navigateur vérifie dans sa liste, il trouve le bon certificat qui correspond à la signature de votre clé, et grâce à ce certificat, il va avoir les outils pour vérifier la signature de votre clé. La signature correspond, finalement le navigateur décide de communiquer avec vous. Et donc on est reparti pour tout ce foutoir, hein. Chiffrement asymétrique suivi de chiffrement symétrique, afin d'obtenir une connexion sécurisée. Voilà. Résultat, pour la situation de notre pirate, son attaque devient complètement caduque. Donc voilà un exemple pratique du certificat dans le navigateur. Donc comment on fait pour y accéder? Là par exemple je suis sur coderox.fr, donc mon site web, et je suis en protocole HTTPS. Donc on voit un petit cadenas qui est apparu à côté. Si je clique sur le cadenas, je vais avoir connexion sécurisée. Et donc si je clique sur cette connexion, je vais obtenir un accès au certificat fourni par le site coderox.fr. Donc j'accède à ce certificat, et là j'accède déjà à 3 informations très intéressantes. On voit en premier lieu à qui ça a été délivré, donc coderox.fr, on est sûr de l'identité du site, délivré par R3, qui est représenté par l'autorité Let's Encrypt, et on voit le début de validité et la fin de validité de mon certificat. Si je vais dans détail, j'obtiens toutes les infos utiles pour mon certificat. Là il y en a un paquet, mais il y a certaines choses qui sont très intéressantes, surtout pour la suite. Par exemple, algorithme de signature, ça va nous être utile après pour vérifier la signature. Algorithme de hachage, ça nous sera utile aussi pour la suite. L'émetteur, l'autorité de certificat qui m'a délivré le certificat, la date de validité, la date de fin, l'objet, très important, coderox.fr, et aussi la clé publique qui est contenue dans le certificat. Donc quand on parle d'échange de clés publiques, en fait on échange un certificat, et dans ce certificat, le navigateur va aller consulter la clé publique. Voulot. Eh oui, mais si on a affaire à quelqu'un de vraiment tordu, qu'est-ce qui l'empêcherait de modifier le nom de domaine attaché à une clé publique qu'il aurait fait valider avec un autre nom de domaine? Eh bien en fait, ça n'est pas possible, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi de manière simple. Bon, ça va pas être facile, parce que là on va rentrer dans Les profondeurs ténébreuses de l'informatique. Certificat, empreinte et signature. Alors, dans les détails, le serveur il ne va pas partager une clé publique signée. En réalité, il va partager ce qu'on appelle un certificat. C'est un fichier qui contient plusieurs informations, comme la clé publique, une date de validité, une date d'expiration, des informations sur l'algorithme de chiffrement pour savoir comment votre navigateur va communiquer, et le plus important, une empreinte signée de ce même certificat. C'est cette fameuse empreinte signée qui va rendre ce certificat infalsifiable. Je vais vous expliquer comment, mais pour ça, il faut que je vous parle de l'empreinte et de la signature. L'empreinte de doigt. Non, d'un fichier. En informatique, grâce à une certaine formule mathématique, il est possible d'obtenir une empreinte de n'importe quel type de données. Le résultat de cette empreinte va dépendre de ce que la donnée contient. Mais le résultat n'est pas vraiment important en lui-même. Ce qui est important, c'est que si vous modifiez le moindre caractère, le moindre petit morceau de données, le résultat calculé sera complètement différent à la fin. C'est ce qu'on utilise notamment en PHP pour stocker des mots de passe dans une base de données. Vous connaissez peut-être les fonctions de hachage MD5 ou SHA. En général, on utilise ces fonctions pour stocker uniquement l'empreinte des mots de passe des utilisateurs. De cette manière, lors d'une vérification de mot de passe, on hache le mot de passe du client et on le compare au hash présent dans la base de données. Comme ça, si quelqu'un accède frauduleusement à notre base de données, il n'obtient que des empreintes de mots de passe et ne peut pas faire grand chose avec. Ce qui est intéressant avec cette fonction de hachage, c'est qu'on peut les utiliser pour hacher des fichiers, carrément. Par conséquent, obtenir l'empreinte d'un fichier. Et bien de cette façon, pour un certificat SSL TLS, on va générer une empreinte de ce certificat. Et une fois qu'on aura cette empreinte, on va l'insérer dans le certificat. Comme ça, si le certificat est modifié, et qu'on compare l'empreinte obtenue avec l'empreinte présente dans le certificat, on pourra comprendre tout de suite que ça ne correspond plus. Ainsi, le navigateur web pourra savoir si un certificat a été falsifié. Oui, mais alors qu'est-ce qui m'empêche de modifier le fichier, de refaire une empreinte et de mettre cette nouvelle empreinte dans mon fichier de certificat? Là, on va utiliser un autre procédé très utile en informatique. On va verrouiller cette empreinte par une signature. La signature. Bonne nouvelle pour vous, la signature utilise une technique que vous connaissez déjà. C'est le principe de clé publique et de clé privée. Souvenez-vous, cette histoire de chiffrement asymétrique. Pour rappel, on a une clé publique qui peut être distribuée à tout le monde, qui sert uniquement à chiffrer les données.
et une clé privée, secrète, pour déchiffrer les données. Eh bien sachez qu'il est possible d'inverser le fonctionnement de ces clés, c'est-à-dire qu'on va avoir une clé privée qui va servir à chiffrer les données, et on pourra distribuer à tout le monde une clé publique qui va servir à déchiffrer les données. Mais à quoi peut bien servir cette magouille ? Et bien maintenant, pour signer la clé publique d'un site web en tant qu'autorité de certificat, on va utiliser notre clé privée pour chiffrer la clé publique du site web. Et on va distribuer à tous les navigateurs web notre clé publique pour pouvoir déchiffrer la clé publique du site web qu'on a chiffrée. Et c'est là que tout prend son sens. Quand un navigateur web va aller sur le site, il va obtenir la clé publique signée, ce qui veut dire qu'elle est chiffrée par l'autorité de certification. Le navigateur web va consulter sa liste de certificats d'autorité à jour et rechercher la clé publique de ces certificats. Il trouve la clé publique correspondante, maintenant il peut déchiffrer la clé publique chiffrée par l'autorité de certification. Dans le cas le plus fréquent, la clé publique est déchiffrée correctement et la communication va pouvoir se faire entre le navigateur web et le serveur. Si la clé publique du certificat d'autorité n'avait pas été la bonne, le déchiffrement aurait donné un autre résultat et la communication aurait été impossible. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que le pirate ne peut pas signer sa propre clé. Ça ne correspondrait à aucun certificat dans le navigateur. Et même s'il volait une clé publique d'un autre site web, la communication fonctionnerait, mais il n'aurait pas la clé privée correspondante pour déchiffrer ce que le client lui a envoyé. Dernière précision, maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, et si c'est le cas, félicitations, en vérité, on ne signe pas la clé publique. En effet, pour rendre complètement impossible la falsification du certificat ou l'usurpation d'identité, on va combiner les deux méthodes, hachage plus signature, et vous allez voir que tout va paraître plus simple. Empreinte plus signature. Le coup de grâce contre les attaques. Maintenant que vous avez tous les éléments pour comprendre, quand on parle de signer une clé publique, on déforme le contexte. En réalité, tout se joue sur le certificat qui contient la clé. Alors voilà, ma version la plus proche de la réalité, c'est que quand un serveur demande un certificat signé à l'autorité de certificat, eh bien l'autorité de certificat va lui demander sa clé publique et d'autres informations. Mais ça on en avait déjà parlé. Ensuite, et c'est là que tout se passe, l'autorité de certification va utiliser une fonction de hachage pour générer une empreinte de toutes ces données. Puis, pour certifier cette empreinte, il va la signer avec sa clé privée. En gros, il va la chiffrer. Au final, cette signature, elle est présente dans le certificat. Et ce qu'il se passe réellement lors d'une communication client-serveur, c'est que le serveur envoie son certificat contenant toutes les infos, dont la clé publique, et surtout l'empreinte signée du certificat lui-même. Le navigateur extrait cette empreinte signée, qu'il déchiffre avec la clé publique. Puis, toujours le navigateur, à l'aide des informations sur la fonction de hachage utilisée dans le certificat, il va générer une empreinte du certificat reçu. Il ne restera plus qu'au navigateur à comparer ces deux empreintes. Si elles sont identiques, le certificat vient bien du site de confiance et n'a pas été falsifié. Dans le cas contraire, alerte! Donc ici, je vais vous faire la démonstration de comment vérifier manuellement le certificat d'un site web. Alors dans cet exemple, je suis sur coderocks.fr, qui est mon site web, et donc il va vous envoyer un certificat que nous allons vérifier. Mais avant de commencer, j'ai pas été tout à fait honnête avec vous. J'ai fait exprès de omettre une information. Quand vous allez vous connecter au site web coderocks.fr, il ne va pas vous émettre qu'un seul certificat coderocks.fr. Il va vous émettre deux certificats. Le certificat intermédiaire, c'est-à-dire le certificat d'autorité, et le certificat coderocks.fr. Pourquoi il vous émet le certificat d'autorité ? Eh bien tout simplement parce que ces certificats d'autorité ne génèrent que des petits groupes de sites web. Et donc si on devait charger dans les navigateurs tous les certificats du monde pour pouvoir consulter les sites, vous auriez des navigateurs web surchargés. Donc en réalité, il fournit deux certificats. Mais alors comment faire confiance à un certificat intermédiaire s'il est fourni par un serveur externe, en l'occurrence Coderocks ? Eh bien grâce à un certificat plus global, c'est le certificat d'autorité root. Celui-ci est bien présent par défaut dans votre navigateur. Et du coup, comment ça va se passer ici ? Eh bien, comme je vous ai expliqué, avec la vérification de l'empreinte et de la signature, le certificat root va vérifier l'empreinte et la signature du certificat intermédiaire grâce à sa clé publique. Et si c'est bon et que le certificat intermédiaire est vérifié, eh bien, il va vérifier à son tour, à l'aide de sa clé publique, le certificat de coderocks.fr. En fait, avec cette méthode, il pourrait y avoir autant de certificats intermédiaires qu'on le voudrait. Bon, maintenant que vous savez ça, vous comprenez qu'on va vérifier une chaîne de 3 certificats. Le root, l'intermédiaire et Coderocks. On retourne sur notre site web et on va essayer d'obtenir ces 3 certificats. On clique sur le cadenas, dans le protocole HTTPS et on va faire certificat valide. On va obtenir les informations. Ici, on peut retrouver ces 3 certificats dans le chemin d'accès de certification. Donc on retrouve l'arborescence de Coderocks avec son certificat d'autorité R3 et son certificat root, ISRG, root, blablabla. D'abord, on va récupérer le certificat de coderocks.fr. Donc on clique dessus, dans détail, et on fait copier dans un fichier. Donc
Donc suivant, je vais le prendre en X509 encodé en base 64 pour pouvoir le convertir par la suite. Suivant, je vais mettre Codrox tout simplement. Alors pourquoi le convertir par la suite? Parce que vous verrez que on va le convertir dans un format PEM qui est un format libre et qui est beaucoup plus facilement manipulable pour la vérification. Donc on fait la même chose avec le certificat intermédiaire, afficher le certificat et on fait détail, copier le fichier. Suivant, là c'est toujours la même chose, hein. Je vais mettre intermédiaire sans les accents, pour éviter les bugs. Terminé, ok. Et ensuite, on récupère le certificat root. Afficher le détail, copier dans un fichier, suivant, encoder en base 64, suivant, et on va mettre root. Terminé. Une fois qu'on a ces 3 certificats, on va les convertir au format PEM. Pour ça, on va accéder à la ligne de commande, et on va utiliser OpenSSL pour convertir chacun de nos certificats. X509, le format de départ était codrox.cer, et nous, on veut le convertir au format PEM, voilà. Et on veut que le fichier de sortie s'appelle codrox.pem. Entrée. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que notre codrox, ici, il est bien au format PEM. Donc on fait la même chose pour les certificats intermédiaires et root. Et voilà. Donc là, j'obtiens bien mes 3 certificats au format PEM. Pourquoi le format PEM? Tout simplement parce que c'est plus facilement lisible. On peut les consulter. Par exemple, si je veux consulter Codrox, il me suffit de faire OpenSSL X509-in codrox.pem et je fais par exemple, je pourrais afficher un seul champ, mais là je vais tout afficher au format texte, donc texte, et j'obtiens toutes les informations de mon certificat. Je vois la date de validité, la date d'expiration, la clé publique, etc., etc., etc. Maintenant qu'ils sont manipulables, je vais pouvoir vérifier la chaîne des certificats. Je fais OpenSSL, vérifie. D'abord, j'utilise le certificat d'autorité root, donc CA file root. .pem. Je dis que le certificat intermédiaire qui m'a été envoyé par le serveur n'est pas de confiance, puisqu'il a été envoyé par le serveur Codrox. J'indique untrusted, intermédiaire, le certificat intermédiaire.pem. Donc là, il va vérifier avec le certificat du navigateur root la signature et l'empreinte de l'intermédiaire. Si ça fonctionne, ensuite il va vérifier codrox.pem à l'aide de intermédiaire.pem. Donc on fait entrer, et là on obtient que le certificat codrox.pem est OK. C'est-à-dire que la signature et l'empreinte a été vérifiée à la fois sur intermédiaire.pem et codrox.pem. Donc c'est bon, ça fonctionne. Si on avait modifié ne serait-ce qu'une ligne ici, par exemple le nom de domaine ou la clé publique ou autre chose, là on aurait obtenu une indication comme quoi le certificat aurait été falsifié ou ne serait pas de confiance. Voilà, vous savez tout. Conclusion. Vous pourrez maintenant clamer haut et fort dans n'importe quelle conversation. Je connais le HTTPS. Ah oui, il y a peut-être des coquilles ou des précisions à apporter sur le fonctionnement, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Du coup, ça me laisse une ouverture pour parler d'autres sujets sur le HTTPS, mais bon, pas dans un futur proche, parce que là, je fais une indigestion. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the case.